Vous avez déjà vu des vidéos où des gens vous mentionnent une publication scientifique en vous la présentant comme une vérité absolue? Les médias notamment en sont friands. Mais peut-être avez-vous voulu vérifier les sources, sans vraiment savoir comment accéder au contenu, ou même savoir comment lire correctement la publication. Peut-être n'êtes-vous même pas en capacité de l'interpréter correctement. On va voir ça plus loin dans la vidéo. Bonjour à tous, ici le Rebel Scientist, et dans cette vidéo, nous allons voir comment décrypter une publication. Nous verrons dans un premier temps un peu l'histoire de la publication scientifique et de son mode de fonctionnement, notamment en termes de financement. Dans un second temps, nous verrons les différentes parties qui composent la publication et comment nous pouvons gagner du temps pour voir si une publication va nous intéresser ou non. Nous verrons ensuite comment interpréter les résultats et les limites de notre compréhension sur le sujet. Enfin, nous verrons également qu'il existe des raccourcis pour trouver plus rapidement des publications intéressantes sur un sujet donné. Ne sautez pas ce passage, ça vous permettra d'avoir un hack d'efficacité si jamais vous êtes dans la recherche ou si vous voulez faire des recherches concernant un sujet scientifique. Les publications sont un moyen de donner un compte-rendu d'expériences réalisées sous des conditions déterminées. Ces publications décrivent en général de manière détaillée les expériences et les conclusions qui en sont déduites. Elles sont destinées en général aux pairs du domaine scientifique, bien que de plus en plus sont destinées également au public en général, avec par exemple l'open data, nous verrons ça plus loin dans la vidéo. Bien souvent, les publications sont ensuite envoyées à des revues scientifiques. Alors on va avoir Elsevier, Science, Nature, The Lancet par exemple pour la médecine, Journal of the American Chemical Society pour la chimie, des validateurs au sein de ces maisons d'édition, donc un comité de lecture, vont vérifier dans un premier temps la rigueur scientifique et les résultats obtenus. Durant la procédure d'admission, on va avoir également un comité de lecture indépendant constitué d'autres scientifiques dans le domaine qui vont faire alors du peer reviewing, qui vont intervenir de façon anonyme pour valider ou non la publication et pour éviter tout conflit d'intérêt avec la revue scientifique. Souvent, il peut y avoir des demandes de modification ou d'ajout de compléments pour préciser comment certains résultats sont obtenus. Ce sont donc les pairs qui valident la pertinence des travaux réalisés. Je m'arrête ici pour préciser que ça peut déjà présenter des biais. En effet, si la méthode est trop atypique pour les pairs, ceux-ci peuvent alors refuser de publier l'article, bien que les résultats puissent potentiellement être intéressants, mais sont moins bien cadrés pour la communauté scientifique. Il y a donc des normes qu'il faut suivre afin de pouvoir être approuvé par ses pairs. Cependant, depuis quelques années, la tendance inverse s'amorce, où des articles non vérifiés sont publiés. Bien que, comme mentionné juste avant, cela puisse être plus libre dans la façon de procéder, certains voient ça aussi comme une baisse de la qualité, risquant de s'auto-entretenir, notamment parce qu'il est souvent nécessaire de mentionner d'autres travaux dans ses propres articles, afin d'expliquer certains aspects de la publication. Soit par exemple un aspect théorique, comment ça fonctionne, ou bien un aspect plus pratique sur des expériences et résultats obtenus dans le passé par d'autres chercheurs. Par ailleurs, cette envie compulsive de publier, de par l'attribution de financements qui en dépendent, peut pousser à réaliser des études plus triviales ou même à dupliquer des résultats, voire à ajouter des gens dans les contributeurs pour faire augmenter leur compteur de publication. Les recherches sont en général issues soit du monde académique, du domaine public donc, soit du privé, parce que les entreprises publient aussi dans les revues. Soit un partenariat public-privé, où une entreprise peut financer des chercheurs dans l'académie pour réaliser des recherches sur un sujet précis du domaine en question. Souvent, les recherches appelées fondamentales, n'ayant pas d'application directe mais cherchant à comprendre le monde qui nous entoure, sont réalisées par le domaine public. Cela s'explique par l'absence de rentabilité à court voire moyen terme. A l'inverse, les recherches appelées appliquées cherchent à comprendre le fonctionnement d'un sujet précis dans une thématique donnée. Par exemple, durant mon stage de fin d'études, j'ai réalisé des expériences afin d'étudier quels seraient les meilleurs catalyseurs à utiliser pour supprimer les émissions NOx. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur les émissions des moteurs, je vous enjoins à la voir. L'entreprise avait donné une liste de catalyseurs qu'elle souhaitait étudier et des résultats exploitables sont espérés à moyen terme en général, de l'ordre de quelques années. Une chose à savoir concernant le domaine de la recherche, notamment dans le domaine public, est que le nombre de publications est un facteur clé du CV du chercheur. En effet, certains vont même jusqu'à choisir des thématiques peu connues, et donc où il sera plus facile de publier, car il y a peu de compétition et peu d'expériences déjà réalisées, pour se mettre en valeur.
Par ailleurs, il n'est pas rare que le nombre d'articles publiés soit un élément clé pour avoir de la réputation, une promotion, voire recevoir des prix scientifiques. Les publications sont souvent relues dans un premier temps en interne avant d'être soumises à la demande de publication à la revue sélectionnée par le laboratoire. Bien souvent, à la suite de la publication d'un article, des pairs vont réaliser de leur côté des expériences similaires afin de vérifier la véracité des résultats obtenus. Ils peuvent alors publier d'autres articles témoignant de résultats différents obtenus ou bien réaliser des expériences dans des conditions légèrement différentes afin d'extrapoler certains résultats. Ainsi, une publication n'est que le témoignage de résultats obtenus dans des conditions précises et il ne témoigne en aucun cas d'une vérité absolue. Et ça, c'est important que vous le reteniez parce qu'on le voit trop souvent jugé comme une vérité. Ce n'est qu'après de nombreuses années, à force d'articles similaires approuvant les résultats ou bien les contredisant, qu'une conclusion générale en est tirée. Les conclusions scientifiques du sujet traité ne peuvent ainsi qu'être obtenues que sur le temps long et non immédiatement. Ceci, même si vous le voyez souvent dans les médias, la mention d'articles scientifiques, sans pour autant préciser les conditions des expériences, ou même en précisant si d'autres articles ont ensuite approuvé les résultats, ou bien les ont réfutés. Ceci est à prendre en considération notamment lorsque les résultats immédiats sont attendus à cause d'une crise quelconque. Ce n'est juste pas comme ça que la science fonctionne. Par ailleurs, la langue des publications est souvent l'anglais, afin qu'une langue commune aux scientifiques permette de diffuser les publications à l'international. Il existe cependant quelques revues scientifiques dans les langues d'origine, dont le français. Enfin, un des hacks pour comprendre justement plus facilement un domaine consiste à chercher des revues ou reviews en anglais. Celles-ci concernent des articles souvent de 40 à 60 pages à peu près, qui vont faire l'état de l'art du domaine traité et vont mentionner énormément d'articles et de publications. Les chercheurs adorent justement ce type de publication car ils permettent un gain de temps significatif sur l'entrée dans le sujet. Donc si vous cherchez justement à faire des recherches dans le domaine scientifique, c'est justement les revues qu'il faut chercher en priorité pour comprendre le sujet. Certaines revues vont fonctionner selon le principe de l'auteur-payeur et demandent en moyenne entre 500 et 1000 euros par article. De plus, certaines vont être spécialisées et ne vont accepter que les articles les plus pointus sur un sujet précis, alors que d'autres revues seront plus interdisciplinaires et accepteront des articles compréhensibles par des non-experts. Les revues scientifiques peuvent publier chaque mois ou bien une fois par an. Pendant de nombreuses années, les revues scientifiques étaient uniquement accessibles de façon payante. Il fallait aussi payer pour avoir un accès à une revue en particulier, au format papier notamment. Avec le monde digital, l'abonnement est toujours présent, mais ne permet plus de posséder les journaux publiés, simplement d'y avoir accès en ligne et de potentiellement télécharger certains articles. C'est donc tout un business qui a été créé autour des publications, où les scientifiques payaient à la fois pour publier, mais aussi pour accéder au contenu en question. Cependant, de plus en plus de voix se sont élevées face à cette rente, et il existe à présent des revues en libre accès, ou open access en anglais, qui permettent d'avoir accès à de nombreux articles scientifiques gratuitement. On peut retrouver ce type d'articles sur certaines plateformes spécialisées comme Directory of Open Access Journal ou DOAJ, qui est probablement le plus gros. Il y a aussi d'autres plateformes comme Percé, qui est une plateforme francophone, Open Edition Journal, qui est sur les sciences humaines et sociales. Il faut toutefois toujours payer pour publier des articles sur ces plateformes, pour des montants parfois plus élevés que pour une revue privée. Cependant, comme le modèle économique repose alors uniquement sur la publication d'articles, ces plateformes acceptent plus facilement des publications afin d'avoir plus de revenus, ce qui peut amener certains à dire que l'on baisse la qualité du contenu produit. Ceci va alors s'auto-alimenter car les publications doivent citer d'autres articles lus auparavant et on est alors dans le principe de publier ou périr où il faut toujours publier en permanence, ce qui peut avoir tendance à diminuer la qualité comme mentionné avant. Le chiffre d'affaires des revues scientifiques peut atteindre plusieurs milliards d'euros par an et les publications scientifiques sont souvent soumises aux droits d'auteur et suivent en général la licence Creative Commons. Mais avant de continuer, je tenais à vous demander une chose. Si vous aimez le contenu que je produis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu afin d'aider à promouvoir ces vidéos éducatives. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de décortiquer les différents éléments qui composent une publication afin de voir comment extraire les informations qui nous intéressent
voir si la publication en elle-même est utile ou pas pour nos recherches scientifiques si on veut apprendre plus sur le sujet, et voir si les résultats aussi sont pertinents ou non. Donc déjà, la publication commence par un titre, comme toute rédaction. Ici, le titre va indiquer ce que les auteurs essayent de démontrer. Donc, notamment dans cette publication, les auteurs traitent d'un nouveau retardateur de flamme pour les batteries solides à base de lithium. Il va venir ensuite le nom des auteurs ayant contribué à la publication. Alors l'ordre des auteurs peut importer en fonction de certains domaines de recherche. En effet, ils peuvent parfois être cités par ordre d'importance dans la contribution apportée à l'article. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au-delà de 3 auteurs, seul le premier va être mentionné et on va ajouter à la suite la mention « et al ». Il va venir ensuite la partie que l'on appelle l'abstract. Alors l'abstract, c'est quoi? C'est une sorte de mini-résumé faisant le tour des enjeux et des résultats obtenus dans la publication. Par exemple, si je vous prends le cas d'un chercheur, ce qu'il va regarder en premier, ça va être justement le titre et l'abstract pour voir si le sujet va être dans le domaine qu'il recherche. Il va venir ensuite ce qu'on appelle des keywords qui permettent aussi de faire des recherches dans les moteurs de recherche justement des différentes revues pour voir éventuellement s'il y a des thématiques ou des mots-clés qui nous intéresseraient. Vient ensuite l'introduction. Alors l'introduction va venir après l'abstract et va permettre de décrire plus en détail les enjeux du domaine de la recherche. Donc ici, si vous voyez, par exemple, il nous explique dans quel cas sont utilisées les batteries ion lithium. Je ne vais pas vous décrire tout ce qu'il y a écrit dans l'introduction, mais vous pouvez voir que le texte est plutôt long. Et ensuite, par exemple, ils peuvent aussi expliquer un peu les mécanismes qui sont habituellement utilisés pour réaliser ce qu'ils essayent de faire, mais d'une autre façon, potentiellement. Ici, c'est pour la réalisation d'un polymère, donc il vous explique le mécanisme en question. Va venir ensuite la partie, ce qu'on appelle expérience. Dans cette partie, on va décrire les différents matériels utilisés et les différents protocoles suivis afin de réaliser les expériences. Cette partie va notamment servir aux chercheurs si jamais il essaye de reproduire les expériences afin de savoir les différents éléments ou produits qu'il va devoir acheter, ou utiliser en tout cas, et aussi les différents équipements qui vont servir comme conteneurs, par exemple tout ce qui est fiole, fiasque, colonne à distiller, ou même dans d'autres domaines, d'autres équipements. C'est le même principe. Vient ensuite, donc là c'est plutôt long, vient ensuite la partie qu'on va appeler résultats et discussions. Dans ce cas-là, l'auteur va mentionner les différents résultats qu'il a obtenus à partir de ses expériences. Là, une chose à mentionner aussi, c'est que, par exemple, pour aller plus vite, il va y avoir souvent des graphiques, par exemple, soit des... Là, c'est des mesures avec la longueur d'onde, mais là, ça a l'air d'être des mesures à base de température, mais le fait est que ça permet de voir justement, le titre des schémas permet justement de voir plus rapidement ce qui a été réalisé et éventuellement les résultats obtenus. Donc voilà. Après, on peut voir donc que là, il passe en détail justement sur le contenu des résultats obtenus. Il y a aussi par exemple des images. De la même façon, à chaque fois qu'il y a des images ou des graphiques, il y a un titre qui va expliquer ce qu'il y a dedans. Donc ça permet de gagner du temps, par exemple, plutôt que de lire tout le texte, de regarder directement les images avec le titre en dessous. De la même façon ici. Et vient ensuite, les tableaux c'est la même chose, vient ensuite la partie conclusion. Donc dans la conclusion, l'auteur va faire le résumé de toutes les expériences qu'il a réalisées avec les résultats obtenus. Il va éventuellement remettre un peu dans le contexte avant d'aborder ses résultats pour expliquer ce qu'il a essayé d'obtenir à la base. Et en toute fin d'article, on va avoir ce qu'on appelle les références, qui va être la partie bibliographique, et où l'auteur va justement mentionner les différents articles qui ont servi à construire cette publication, les articles qui ont aidé à comprendre les mécanismes,
qui l'ont incité à faire telle expérience ou non, et qui servent aussi à comprendre le contexte justement de façon plus globale du domaine scientifique étudié. Et justement, un petit hack afin de savoir plus rapidement si la publication peut nous intéresser, ça va être de lire, pour résumer, l'abstract tout en haut, le titre, ensuite de regarder les images avec les différents titres, notamment pour tout ce qui est résultats, ensuite d'aller à la conclusion, et si on voit qu'il y a des choses qui nous ont intéressés, ensuite l'auteur va regarder justement toute la partie expérience pour voir justement ce qui a été réalisé plus en détail. Et ces hacks justement permettent de faire gagner du temps aux chercheurs ou aux personnes même qui ne sont pas forcément dans le domaine scientifique mais qui veulent comprendre un sujet en particulier avec des publications scientifiques. Ça leur permet de parcourir de nombreuses publications parce qu'une bonne partie ne sera pas forcément pertinent à la recherche voulue, et donc le but c'est déjà de cibler celles qui sont les plus intéressantes. Une autre chose qui est intéressante à noter concerne les novices. Bien que cette trame vous permettra de mieux comprendre les publications, il vous manquera probablement de la profondeur dans les connaissances du domaine. Ainsi, bien que vous verrez les résultats obtenus par l'expert, celui-ci pourra déduire de la publication beaucoup plus d'informations que vous. Et faites donc bien attention à ça si vous menez vos propres recherches, y compris pour les scientifiques souhaitant s'instruire sur de nouveaux domaines, parce que souvent on va en déduire des conclusions qui seront plutôt simples, mais si vous ne pouvez pas faire toutes les connexions qui en découlent parce que vous n'avez pas assez de profondeur de connaissances, on va dire, ça ne vous donnera qu'une partie des résultats. Et donc je pense qu'il faut parfois rester humble et dire qu'on a appris un peu, mais ne pas se prendre pour Einstein dès qu'on a lu une publication ou plusieurs et qu'on a compris un peu mieux le domaine. Les publications permettent à la science d'avancer en mettant en commun les résultats d'expériences réalisées. Cependant, comme nous l'avons vu, ce n'est pas parce qu'une publication décrit des résultats que vous devez en déduire qu'il s'agit d'une vérité absolue. Par ailleurs, les lobbies peuvent également se servir de la science pour publier des articles allant dans leur sens. De plus, le fait de devoir publier à tout prix, donc selon le principe de publier ou périr, peut avoir tendance à diminuer la qualité des publications. Et malgré le fait d'avoir le libre accès, qui permet alors aux scientifiques d'accéder librement aux publications et qui leur évite d'avoir à passer par un abonnement auprès d'un éditeur. Nous avons pu voir également comment parcourir une publication. Nous avons également vu les limitations dans son interprétation par un novice du domaine. Cette vidéo était nécessaire afin de pouvoir donner la capacité à tout le monde d'accéder au contenu scientifique et de faire attention aussi lorsque quelqu'un va se servir d'une publication pour convaincre de quelque chose. La réalité est souvent plus dans le gris et il peut être très facile de se laisser piéger en croyant tout maîtriser dans le domaine et ainsi passer à côté d'une bonne partie de l'interprétation des résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui ont déjà été dans une situation où il était nécessaire de publier, n'hésitez pas à raconter votre expérience sur le sujet en commentaire afin de partager les dessous du monde de la recherche. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo.